Le chalet se dressait comme une lame de verre et d'acier face à la majesté silencieuse du Mont Blanc. C'était un sanctuaire de luxe, un chef-d'œuvre d'architecture minimaliste niché dans les hauteurs de la Haute-Savoie, mais sa perfection était glaciale. À l'intérieur, le silence était une entité palpable, à peine troublée par le bourdonnement discret de la domotique. Chaque meuble design, chaque surface immaculée, chaque mur de verre semblait crier la solitude de son propriétaire. C'est dans ce mausolée personnel que Laurent Lefebvre venait chercher un repos forcé, son corps encore fragile, après l'infarctus qui avait failli lui coûter la vie. Il gara sa berline allemande sur le gravier crissant, s'attendant à retrouver l'ordre imperturbable et stérile qu'il avait laissé derrière lui, un ordre qui était à la fois son réconfort et sa prison dorée. Pourtant, dès le seuil franchi, une anomalie frappa ses sens. Ce n'était pas l'odeur aseptisée de cèdre et de produits d'entretien qui l'accueillit, mais un parfum chaud et réconfortant de soupe de légumes et de vie. Ses yeux, habitués au vide ordonné, balayèrent l'espace et se figèrent sur l'épreuve d'une invasion. Un petit pull en laine rose était négligemment posé sur un fauteuil. Le Corbusier, et près de la baie vitrée, une tour de cube en bois coloré défiait la gravité et le bon goût. Puis il entendit le son, un éclat de rire d'enfant, cristallin et pur, qui ricocha contre les murs froids de sa forteresse. La colère monta en lui, une vague froide et précise, bien plus dangereuse pour son cœur affaibli que n'importe quel stress boursier. Sa maison, son refuge, son sanctuaire avaient été profanés par le chaos de l'existence ordinaire. Il avança, ses pas lourds, résonnant sur le béton ciré, le bruit sec de ses chaussures de luxe brisant l'harmonie involontaire des rires. Il les trouva dans le grand salon, baignés par la lumière pâle de l'après-midi alpin. Une jeune femme, Cécile, était assise par terre, lisant une histoire à deux jeunes enfants qui l'écoutaient avec une attention captivée. Le visage de la femme se figea de terreur en le voyant, ses yeux s'écarquillant de panique. Elle se leva d'un bond, tentant de placer son corps frêle entre lui et les enfants. « Monsieur Lefebvre, je peux tout vous expliquer, » balbutia-t-elle, sa voix tremblante trahissant son désespoir. Mais Laurent ne l'écoutait pas. Son regard balayait la scène, le livre d'images, les jouets éparpillés, la présence intolérable de cette famille démunie dans son univers parfaitement contrôlé. Sa mâchoire se serra, son visage blême se durcissant en un masque de mépris glacial. Sa fureur était à son comble. Le mot « police » déjà sur le bout de ses lèvres, prêt à expulser cette misère de sa vue. C'est alors que la plus petite, une fillette d'environ 6 ans nommée Chloé, s'approcha de lui, ignorant la tension palpable dans la pièce. Avec la confiance innocente de l'enfance, elle lui tendit un morceau de papier froissé. C'était un dessin. Une maison maladroite, un grand soleil jaune dans un coin, et 4 personnages en bâton se tenant la main en souriant. Le coup fut plus violent qu'un poing. Laurent fixa le dessin, puis le visage de l'enfant, et vit dans ce simple gribouillage le reflet de tout ce que sa fortune ne pourrait jamais acheter. Un foyer. C'est précisément pour des instants comme celui-ci, où tout bascule sur un geste d'une pureté désarmante, que nous racontons ces histoires. Si ce récit vous touche déjà, pensez à vous abonner pour nous aider à continuer de partager ces moments de vérité. Le dessin tremblait dans sa main, une feuille de papier banale qui pesait plus lourd que toutes les actions de son portefeuille. Laurent Lefebvre sentit la digue de sa colère se fissurer, non pas sous un assaut violent, mais sous l'infiltration douce et insistante de l'innocence. Les mots qu'il s'apprêtait à prononcer, durs et définitifs, s'évanouirent dans sa gorge. Il regarda Cécile, dont le visage était un masque de terreur résignée, puis les 2 enfants qui se serraient contre elle. Il n'éprouvait pas de pitié, non, c'était autre chose. Une curiosité morbide, presque égoïste. Il voulait comprendre ce que représentait ce dessin, cette chaleur qui émanait d'eux et qui semblait le narguer. D'une voix rauque, à peine audible, il lâcha les mots qui changeraient tout. « Vous pouvez rester, pour l'instant. »
Il se détourna sans attendre de réponse, laissant derrière lui une famille stupéfaite et un silence rempli de questions. Pour Cécile, ce chalet n'était pas un simple refuge, mais le fantôme d'une vie passée. Elle s'y était rendue quelquefois avec son mari, chauffeur pour une entreprise de transport de luxe, pour des missions de nettoyage avant l'arrivée de riches locataires. Elle se souvenait de la froideur des lieux, de l'écho de leurs pas et de la façon dont son mari disait en riant que cette maison avait tout, sauf une âme. Après sa mort brutale dans un accident de la route, tout s'était effondré. Le petit appartement de Salanches était devenu impayable, son travail de serveuse intenable, avec 2 enfants à charge. L'expulsion fut la dernière humiliation. Dans le désespoir le plus total, elle s'était souvenue du chalet, de son vide permanent. S'y introduire était un crime, elle le savait, mais laisser ses enfants dormir dans le froid en était un plus grand encore. Chaque jour passé ici était un sursis volé, teinté de culpabilité et de l'amour féroce d'une mère. Les premiers jours de cette cohabitation forcée furent un ballet étrange et silencieux. Laurent s'enfermait dans son bureau, mais il ne travaillait pas. Il écoutait. Il entendait le bruit des couverts sur les assiettes au petit déjeuner, les chuchotements de Léo expliquant une règle de jeu à sa sœur, et le soir, la voix douce de Cécile lisant une histoire. Ces sons, si ordinaires, étaient pour lui une anomalie acoustique dans la symphonie stérile de sa vie. Il s'infiltrait sous sa porte, remplissant les couloirs et les pièces d'une vitalité qu'il n'avait jamais connue. Il observait leurs ombres se déplacer à travers les baies vitrées, une petite tribu animée qui profanait son mausolée et, sans le savoir, commençait à le réchauffer. Il se sentait comme un scientifique observant une espèce inconnue, fasciné et terrifié à la fois par leur capacité à créer de la vie au milieu de rien. Un après-midi, un bruit sec le fit sursauter. Il sortit de son bureau et trouva Léo pétrifié devant les débris d'une petite sculpture en verre posée sur une console. Cécile accourut, le visage blême, déjà en train de rassembler leurs maigres affaires dans sa tête. Elle commença à bafouiller des excuses, promettant de rembourser, une promesse aussi vaine que déchirante. Laurent regarda l'objet brisé, une pièce de créateur qui lui avait coûté une fortune absurde. Il aurait dû exploser, hurler, les mettre dehors sur le champ. Mais en croisant le regard du garçon, rempli d'une peur si pure et si profonde, il ne ressentit rien d'autre qu'un vide immense. La valeur de cet objet venait de s'évaporer. « Ce n'est rien », dit-il d'une voix neutre. « C'était fragile. » Et il retourna dans son bureau, laissant Cécile et Léo abasourdis par cette réaction qui défiait toute logique. Ce soir-là, Cécile frappa timidement à la porte de son bureau. Elle refusa d'accepter leur séjour sans contrepartie et insista pour préparer le dîner. Contre toute attente, Laurent accepta. Il s'assit à la grande table en chêne où il n'avait jamais mangé qu'en solitaire. Le repas était simple, un gratin dauphinois et une salade, mais il embaumait la cuisine d'un parfum authentique. Pendant le dîner, Léo, encouragé par le calme inhabituel, raconta une blague apprise à l'école. Laurent se surprit à sourire. Pas le rictus forcé de ses réunions d'affaires, mais un vrai sourire qui partait du ventre et illuminait brièvement son visage fatigué. C'est dans ces instants où un simple repas partagé peut abattre des murailles invisibles, que l'on redécouvre ce qui nous lie les uns aux autres. Si vous croyez aussi à la force de ces moments de vérité, votre abonnement nous aidera à continuer de partager ces récits. Cette brèche dans son armure le laissa exposé à des souvenirs qu'il avait passé des décennies à enfouir. Il se revit plus jeune, avant que l'ambition ne dévore tout. Il se souvint d'un mariage brisé par ses absences, d'un fils qu'il avait à peine vu grandir et qui était aujourd'hui un étranger vivant à l'autre bout du monde. Il avait construit son empire pour se protéger de la douleur de l'échec personnel, érigeant des murs si hauts qu'il l'avait finalement emprisonné. Cette famille, par sa simple présence, agissait comme un miroir impitoyable, lui renvoyant l'image de tout ce qu'il avait sacrifié sur l'autel du succès. Laisser entrer cette chaleur dans sa vie, c'était prendre le risque de ressentir à nouveau, de s'attacher,
et donc de souffrir. La peur, une vieille ennemie qu'il croyait avoir vaincue, refaisait surface, plus insidieuse que jamais. Cécile, de son côté, luttait avec ses propres démons. La gentillesse inattendue de Laurent était un baume sur ses plaies, mais elle était aussi une source d'inquiétude. Elle avait aimé son mari pour sa simplicité, sa chaleur, sa fiabilité. Laurent était tout l'inverse, un homme complexe, puissant, issu d'un univers qui n'était pas le sien. Elle ne pouvait s'empêcher de voir sa générosité comme un caprice de riche, une expérience sociale qui prendrait fin aussi soudainement qu'elle avait commencé. Elle observait ses enfants commencer à s'habituer à cet homme distant, à lui adresser un timide « bonjour », à lui montrer un dessin. Chaque petit pas vers lui était pour elle un pas vers un danger potentiel. Elle avait le cœur partagé entre une gratitude immense et la peur viscérale de voir ses enfants subir une nouvelle perte, un nouvel abandon. Le fragile équilibre fut rompu par une toux. Au début, ce n'était qu'une petite quinte sèche qui secouait les nuits de Chloé. Mais la toux s'installa, devint plus profonde, et fut bientôt accompagnée d'une fièvre qui refusait de tomber. Le médecin du village voisin, un homme pragmatique et bienveillant, fronça les sourcils après avoir examiné la petite fille. Il parla de tests supplémentaires, d'un spécialiste à l'hôpital de Chamonix, utilisant des termes médicaux qui sonnaient comme une alarme dans la tête de Cécile. La réalité de leur situation précaire la frappa de plein fouet. Sans domicile fixe, sans mutuelle solide, elle était démunie face à la maladie. Le chalet, qui avait été un havre de paix, se transformait en une cage où son impuissance grandissait d'heure en heure. Le diagnostic tomba comme un couperet, implacable et cruel. Chloé souffrait d'une maladie rare qui nécessitait un traitement expérimental, disponible uniquement dans une clinique spécialisée à Genève. Le protocole n'était pas encore pris en charge par la sécurité sociale. Le devis, que Cécile tenait d'une main tremblante, affichait un montant qui dépassait l'entendement. 150 000 €. C'était plus d'argent qu'elle n'en verrait jamais en toute une vie de travail acharné. Le monde de Cécile s'écroula. L'espoir qu'elle avait si courageusement entretenu se désintégra, la laissant seule face à un abîme de désespoir. Son pire cauchemar était devenu réalité. Elle était incapable de protéger son enfant, incapable de la sauver. Le poids de cette somme était le poids de l'injustice du monde. Au même moment, Laurent recevait un appel de son avocat parisien. La nouvelle de la présence d'une famille dans son chalet s'était mystérieusement répandue. D'une voix mielleuse et faussement concernée, l'avocat lui conseilla de régler cette complication au plus vite, de les expulser pour éviter tout problème juridique ou d'image. « Vous n'avez pas besoin de ça, Laurent, surtout maintenant », avait-il insisté. L'ancien Laurent, celui d'avant l'infarctus, aurait suivi ce conseil sans hésiter. Il aurait vu Cécile et ses enfants comme un risque à maîtriser, une variable à éliminer de l'équation de sa vie. Mais en raccrochant, il ne ressentit aucune envie de suivre cette logique froide. Au contraire, une colère sourde monta en lui contre cette vision déshumanisée du monde, sa propre vision d'autrefois. Il trouva Cécile dans la cuisine. Elle ne pleurait pas, mais son corps, tout entier, était secoué de sanglots silencieux. Le devis de la clinique était posé sur la table, froissé comme une lettre de deuil. Laurent regarda le papier, puis le visage dévasté de cette femme, et enfin une petite photo de Chloé, souriante, aimantée sur le réfrigérateur. À cet instant, la décision ne fut pas prise par son cerveau d'homme d'affaires, mais par quelque chose de plus ancien, de plus profond. Les murs qu'il avait bâtis autour de son cœur commencèrent à s'effondrer. C'est pour des moments comme celui-ci, où un être humain fait le choix de se dresser contre le destin pour en sauver un autre, que nous avons le devoir de raconter ces histoires. Votre soutien en vous abonnant nous est précieux pour continuer cette mission. Il s'approcha d'elle et d'une voix calme qui contrastait avec la tempête en lui, il dit simplement « Nous allons aller à Genève. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, je m'en occupe. » Ce n'était pas une promesse en l'air, c'était un engagement.
Il passa les heures suivantes au téléphone, non pas pour négocier des contrats, mais pour mobiliser son réseau, pour obtenir le meilleur spécialiste, pour organiser le transfert médicalisé. Pour la première fois depuis des années, sa fortune et son pouvoir avaient un sens, un but qui transcendait l'accumulation stérile. Il ne s'agissait plus de sauver une entreprise, mais de sauver une vie. En prenant les choses en main, en devenant le pilier sur lequel Cécile pouvait enfin s'appuyer, il n'aidait pas une famille d'inconnus. Il se battait pour la sienne. Les couloirs de la clinique privée de Genève étaient d'une blancheur immaculée, un univers aseptisé où le seul son était le murmure feutré des semelles sur le linoléum et le bip lointain et régulier d'une machine. Laurent n'avait pas quitté les lieux depuis 48 heures. Il avait abandonné ses costumes sur mesure pour un simple pantalon et un pull en cachemire. Son visage était mal rasé. Ses yeux cernés par une fatigue qu'aucun conseil d'administration ne lui avait jamais infligée. Il arpentait le couloir, un lion en cage, s'arrêtant à chaque fois devant la porte vitrée de la chambre de Chloé, la regardant dormir, minuscule et fragile, au milieu d'un enchevêtrement de tubes et de fils. Cécile, elle, était assise sur une chaise inconfortable, une statue de chagrin pétrifiée, le corps épuisé, mais l'esprit tendu à l'extrême, suspendu à chaque souffle de sa fille. Ils ne se parlaient pas, unis dans une angoisse silencieuse plus forte que n'importe quel serment. C'est Cécile qui rompit le silence. Elle se leva, ses mouvements lents et douloureux, et s'approcha de Laurent qui fixait l'extérieur, la nuit tombant sur le lac Léman. Sa voix n'était qu'un souffle brisé, chargé de larmes et d'une gratitude si immense qu'elle semblait la suffoquer. « Laurent, je ne sais pas comment, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Tout ça, cet hôpital, les meilleurs médecins. Vous avez sauvé ma fille, je vous devrai ma vie entière. » Chaque mot était une reconnaissance de sa propre impuissance et de la générosité démesurée de cet homme qui, quelques semaines plus tôt, était un étranger hostile. Elle voyait en lui un sauveur, un bienfaiteur providentiel, mais elle ne voyait pas encore l'homme qui se tenait devant elle, aussi terrifié et vulnérable qu'elle-même. Elle s'attendait à un geste de la main, à une formule polie, mais ce qu'elle reçut fut bien plus déstabilisant. Il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit son masque de contrôle totalement fissuré. Ses yeux brillaient d'une intensité fiévreuse, et sa voix, quand il parla, était rauque, chargée d'une émotion brute qu'il ne cherchait plus à contenir. « Non, Cécile, ne me remerciez pas, c'est moi qui dois vous remercier. » Il marqua une pause, cherchant des mots qui semblaient lui coûter un effort surhumain. « Avant que vous n'arriviez, avec vos enfants, ce chalet, ma vie, ce n'était qu'un mausolée de luxe. Froid, vide et silencieux. J'avais tout et je n'avais rien. Vous êtes entrés et vous avez tout dérangé. Vous avez fait du bruit. Vous avez laissé traîner des jouets. Vous avez rempli ma maison de l'odeur de la soupe. Vous m'avez réappris à respirer. Alors non, ce n'est pas moi qui sauve votre fille. C'est vous tous qui m'avez sauvé la vie. » Les mots de Laurent restèrent en suspension dans l'air stérile du couloir, détruisant la dernière barrière entre eux. Cécile le regarda abasourdie, voyant enfin au-delà du magnate de la finance. Elle vit un homme solitaire qui avait trouvé dans sa petite famille démunie une raison de vivre. Les larmes qui coulaient maintenant sur ses joues n'étaient plus des larmes de gratitude, mais des larmes de compréhension, d'empathie, et peut-être d'un sentiment naissant qu'elle n'osait pas encore nommer. C'est à cet instant précis qu'une porte s'ouvrit et que le professeur, un homme au visage grave mais aux yeux bienveillants, s'approcha d'eux. Le monde s'arrêta. Il les regarda tour à tour, puis un léger sourire détendit ses traits. Le protocole a fonctionné au-delà de nos espérances. La phase critique est passée, elle est hors de danger. La nouvelle tomba sur eux comme une pluie d'été après une longue sécheresse, une délivrance absolue et totale. Le soulagement fut si violent qu'il leur coupa les jambes.
Cécile laissa échapper un sanglot qui venait du plus profond de son âme, un son de pure libération. Laurent, lui, ferma les yeux, le corps secoué par un tremblement incontrôlable. Puis, sans un mot, il ouvrit les bras et Cécile s'y réfugia. Ce ne fut pas l'étreinte d'un bienfaiteur et d'une femme reconnaissante. C'était l'étreinte de deux survivants, de deux âmes qui venaient de traverser l'enfer ensemble et d'en revenir. C'était l'étreinte d'un homme et d'une femme qui, dans le couloir froid d'un hôpital, venaient de comprendre qu'ils formaient une famille. À travers la vitre, il regardait Chloé dormir paisiblement, son petit torse se soulevant au rythme d'une respiration régulière et sereine. Le mausolée était définitivement derrière eux. La maison du cœur venait de naître. Votre soutien est la raison pour laquelle nous pouvons continuer à partager des histoires où l'humanité triomphe. Si ce récit vous a touché, pensez à vous inscrire pour ne rien manquer. Le retour au chalet ne ressemblait en rien à l'arrivée de Laurent quelques mois plus tôt. Le trajet depuis Genève s'était fait dans un silence apaisé, celui des âmes qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. En franchissant la porte, la lumière qui filtrait à travers les immenses baies vitrées ne semblait plus froide et clinique, mais douce et accueillante. Chloé, complètement rétablie, courut à l'intérieur, son rire cristallin se répercutant sur les murs qui, autrefois, n'avaient connu que l'écho du vide. Léo la suivit, un ballon à la main, déjà prêt à conquérir le jardin. Laurent les regarda, une vague de plénitude le submergeant, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais cru possible. Cécile se tenait à ses côtés, et sa main trouva la sienne, un geste simple et évident. La forteresse minimaliste avait enfin capitulé. Elle n'était plus un monument à la solitude, mais le berceau d'un foyer. La transformation ne fut pas seulement émotionnelle, elle devint tangible dans les semaines qui suivirent. Avec une clarté d'esprit qu'il n'avait pas connue depuis des décennies, Laurent passa une série d'appels qui stupéfièrent ses associés parisiens. Il céda sa participation majoritaire dans l'empire financier qu'il avait mis toute une vie à bâtir, ne conservant que le nécessaire pour vivre confortablement et financer son nouveau projet. Il troqua son emploi du temps frénétique contre des matins paisibles à aider Léo avec ses devoirs, et des après-midi à construire des tours de cubes en bois toujours plus ambitieuses avec Chloé. Le changement le plus significatif, cependant, fut initié par une visite chez un notaire à Annecy. Il entama la procédure légale pour adopter formellement les deux enfants, leur offrant son nom, sa protection et surtout la reconnaissance officielle d'un lien déjà scellé dans le creuset de la peur et de l'espoir. Inspiré par la résilience et la dignité tranquille de Cécile, et hanté par le souvenir de son désespoir face à la facture médicale, Laurent trouva une nouvelle finalité à sa fortune. Il créa la Fondation Cœur des Alpes, une organisation caritative dédiée à fournir un soutien financier, juridique et moral aux mères célibataires et aux veuves confrontées à des difficultés soudaines dans la région. Il mit son formidable sens des affaires non plus au service de l'acquisition d'entreprises, mais de la construction d'un réseau de solidarité. Cécile devint une partie intégrante de la Fondation, son expérience personnelle apportant une compréhension et une empathie inestimables. Laurent découvrit que le frisson d'aider une famille à obtenir un logement ou une mère à trouver un emploi stable dépassait de loin n'importe quelle victoire boursière. Sa nouvelle philosophie était simple. La vraie richesse n'était pas un actif à amasser, mais un outil à partager. 1 an plus tard, le soleil d'été inondait la terrasse du chalet. Léo, devenu un adolescent confiant, expliquait une constellation à Chloé qui courait dans l'herbe, sa santé une explosion de joie quotidienne. Laurent, les cheveux plus gris mais le regard serein, observait la scène depuis une chaise longue, Cécile à ses côtés, leurs mains enlacées. Le silence n'était plus oppressant, mais rempli du bourdonnement des abeilles et des rires des enfants. Ce n'était plus un mausolée de verre, mais une maison de cœur, vivante et vibrante. Leur histoire était la preuve que les secondes chances ne sont pas des miracles, mais des choix, des ponts construits, là où il n'y avait que des murs.
C'est pour continuer à témoigner de ces transformations profondes, de ces victoires silencieuses de l'âme, que votre soutien est si essentiel. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à vous apporter des récits qui, nous l'espérons, réchauffent le cœur.